Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir un peu plus maintenant concernant les liaisons chimiques de manière plus qualitative. Donc vous rappelez que pour une molécule diatomique, il y a mise en partage de deux électrons et que si les atomes sont différents, alors la liaison est non symétrique. Donc les électrons ont tendance à se déplacer vers un des atomes, qui prend alors une petite charge positive, négative, l'autre prenant une charge positive. On dit que on a polarisation ou que la liaison est polarisée. Cette propension des atomes à accaparer des électrons ou à les donner a été quantifiée et les chimistes utilisent une grandeur appelée électronégativité. Peu importe comment elle est chiffrée, ce qui compte c'est que plus elle est grande, plus cette attraction ou tendance à donner est importante. Et si l'électronégativité est positive, l'électron a tendance à capturer des électrons. Et si l'électronégativité est négative, il a tendance à donner des électrons. Et lorsque la différence d'électronégativité est très importante, on a carrément ionisation d'un atome au profit de l'autre, et on a formation de ce qu'on appelle une liaison ionique, qui est une simple attraction électrostatique entre deux atomes portant une charge électrique. On avait donné l'exemple du chlorure de sodium, le sel de cuisine, le NaCl, qui forme une telle liaison. Alors, quand on met du sel dans de l'eau, celui-ci se dissout très facilement. Alors pourquoi? Alors parce que l'eau a une permittivité électrique très importante. Nous reviendrons là-dessus. Du point de vue des forces électromagnétiques, ça implique que la force d'attraction électrostatique entre deux charges est fortement diminuée. Donc dans l'eau, les ions sodium et chlore ont tendance à se séparer très facilement. La température ambiante, l'agitation thermique suffit à les séparer. Ils se baladent alors dans l'eau un peu n'importe où. La molécule est dissoute dans l'eau. Il suffit que l'eau s'évapore pour que les ions à nouveau s'attirent et s'attachent l'un à l'autre pour reformer du sel qui cristallise. Si la liaison n'est pas ionique, si elle est polarisée ou non polarisée, comme dans le cas de l'hydrogène, on parle de liaison covalente. Alors, c'est donc une mise en commun d'électrons. Par exemple, deux atomes avec des orbitales p, avec la mise en commun de deux électrons, ce qui diminue l'énergie de l'ensemble, comme dans le cas où alors deux orbitales s, avec mise en commun des électrons, comme dans le cas de l'hydrogène, obtenant ainsi une énergie totale plus faible, comme nous l'avons vu. Si ce n'est pas symétrique, comme ici, alors les électrons ont tendance à se déplacer à l'intérieur, donnant une charge électrique négative d'un côté. On peut aussi avoir des liaisons entre une orbitale S et une orbitale P. Les chimistes parlent alors de liaisons hybrides. Par exemple, prenons un exemple, le carbone a une orbitale S et trois orbitales P sur lesquelles il y a un seul électron au lieu de deux, et qui peut donc former des liaisons en mettant en commun un électron. On peut ainsi avoir une formation d'une orbitale, ici une orbitale S et ici une orbitale P, avec mise en commun des électrons. On parle alors de liaison sp3. Alors sp parce que orbitale S et orbitale P, et 3 parce qu'il y a trois orbitales P, et qu'on peut donc former trois liaisons de ce type.
On peut aussi avoir une liaison où deux orbitales P mettent en commun leurs électrons avec une orbitale S. Comme ceci. On parle de liaison sp2. Typiquement, quand on note de telles liaisons, on note une simple ligne pour une seule liaison, et ici on a une double liaison, on note C avec deux lignes. Et il y a une troisième possibilité, où on a les trois orbitales P qui sont perpendiculaires, qui forment donc un peu comme les pieds d'un tabouret, et qui peuvent se lier à une orbitale S sphérique. On a une liaison qu'on appelle alors SP, et que l'on note avec trois lignes pour les trois paires d'électrons qui sont mises en commun. Alors, on a vu toutes sortes de représentations des liaisons chimiques, des molécules. Parfois, on les note simplement en notant le nombre d'atomes, H2. Parfois, en notant les liaisons, HH, quand on veut détailler, ce qu'on appelle la forme déployée de la molécule. Et parfois, on utilise aussi des représentations spatiales. Donc, on va utiliser une boule, par exemple pour un carbone, et on va noter les autres positions d'atomes qui sont liées au carbone. Et on peut le construire avec, par exemple, de simples boules en polystyrène ou en plasticine et des fils de fer pour lier les atomes entre eux. C'est la représentation appelée représentation fil de fer. Une représentation plus réaliste serait des boules qui sont qui se recouvrent en partie et pas liées par un tube comme ça. Mais c'est plus facile à fabriquer comme ça. L'avantage de ce genre de construction qu'on trouve souvent dans des salles de classe, on voit souvent de telles constructions dans des salles de classe, c'est que ça permet d'avoir une vue de la structure de la molécule dans l'espace et permet également de voir la taille des différents atomes et de voir leur encombrement dans la molécule. Un autre type de liaison est lié à l'hydrogène. Alors la liaison avec un hydrogène est très fréquente en chimie, en particulier en chimie organique, chimie du carbone. Et la liaison H est généralement assez polarisée, c'est-à-dire que le H porte une charge positive. Par exemple, dans la molécule d'eau, l'oxygène porte une charge négative. C'est la polarisation de cette liaison qui est assez forte. Et si on a une autre molécule OH moins plus ici, on va avoir une attraction électrostatique entre l'hydrogène chargé positivement et l'autre molécule chargée négativement. Ça forme ainsi ce qu'on appelle une liaison hydrogène. Alors le terme liaison est un peu impropre parce que ce n'est pas considéré comme une liaison moléculaire. Tout simplement parce qu'il n'y a pas mise en commun ou échange d'électrons. C'est simplement une attraction électrostatique entre des molécules polarisées. Mais on lui a donné ce nom parce qu'elle est très importante. Elle est aussi très faible. Par rapport à une liaison covalente, elle est environ 50 fois plus faible. La simple agitation thermique peut la briser. On a donc formation de ces liaisons qui sont brisées par l'agitation, qui se reforment avec d'autres molécules dans un balai incessant. Mais on lui a donné un nom parce qu'elle est très importante. D'une part, on rencontre ça dans la liaison, dans la molécule d'eau, H2O, ce type de relation, de liaison. Et dans les molécules à base de carbone, on trouve énormément de liaisons avec l'hydrogène. Donc, cette liaison hydrogène est très fréquente, en particulier en chimie organique, où elle joue parfois un rôle très important. Et dans les solvants aqueux, l'eau, les liaisons hydrogènes peuvent provoquer des agrégats de molécules qui modifient ou facilitent les réactions chimiques au sein du solvant.
notons que notons deux choses importantes concernant cette liaison hydrogène. D'une part, du fait qu'il y a formation, attraction entre particules, on a apparition d'un champ électrique au sein des molécules et de leur assemblage, de leur liaison. Et c'est ce champ électrique qui est responsable de la valeur élevée de la permittivité de l'eau. Un autre point important, c'est que cette liaison, bien que faible, est très abondante dans les molécules et peut donc suffire à stabiliser certaines substances. Et c'est le cas de l'eau. L'eau est une toute petite molécule. H2O, c'est une molécule très légère. Si on la considérait comme telle, à température ambiante, ça devrait être un gaz. On ne devrait avoir de l'eau liquide qu'à très basse température. Pourtant, l'eau est liquide à température ambiante, et même sur une gamme de température assez importante, de 0 à 100 degrés. Et ceci est dû à la liaison hydrogène qui tend à attirer les molécules d'eau et qui donc stabilise le liquide, qui empêche les molécules de s'échapper facilement sous forme de vapeur. Par comparaison, H2S, qui est une molécule très semblable, avec un soufre au lieu d'un oxygène, est une molécule plus lourde. Elle devrait donc être plus facilement liquide à une température donnée. Et pourtant, à température ambiante, elle est gazeuse. Parce que la liaison SH est très peu polarisée. Il n'y a donc pas de formation de liaison hydrogène. Les molécules ne sont pas stabilisées à l'état liquide. Et donc, le sulfure d'hydrogène est gazeux. Pour notre grand déplaisir, c'est lui qui donne l'odeur d'œuf pourri aux œufs ou aux bulles puantes. Un autre point important, c'est que du fait de ce type de liaison, d'attraction, ça peut attirer ou repousser certaines molécules. Ainsi, des molécules portant une charge négative va attirer les hydrogènes de l'eau. Alors que si elle porte une charge positive, elle va les repousser. C'est ainsi que l'on a des molécules qui sont dites hydrophiles, parce qu'elles attirent les molécules d'eau, et d'autres qui sont hydrophobes, parce qu'elles les repoussent. Le cas typique des molécules hydrophobes, c'est le silicone ou les lipides, les graisses. On a aussi des molécules dites amphiphiles. Ce sont d'assez longues molécules avec une queue hydrophile et une queue hydrophobe. Ainsi, lorsqu'elles sont placées dans l'eau, elles forment un film à la surface de l'eau avec la queue hydrophile dans l'eau, puisqu'elle est attirée par l'eau, et la queue hydrophobe est hors de l'eau. Si vous placez des impuretés telles que des graisses dans l'eau, ou sur un objet placé dans l'eau, la graisse étant hydrophobe va repousser l'eau, et c'est les queues hydrophobes de notre molécule qui vont venir se fixer sur les graisses. La graisse va ainsi se retrouver entourée de cette molécule amphiphile, les queues hydrophobes étant orientées vers la graisse, les queues hydrophiles étant à l'extérieur, dans la partie aqueuse, dans l'eau. Ça permet ainsi de détacher la graisse avec un faible effort mécanique et de retirer la graisse de différents tissus. C'est le phénomène des détergents. Les détergents sont composés de molécules amphiphiles. Voilà pour les différents types de liaisons. Alors, comment se comportent les liaisons? On en a déjà parlé. Deux atomes peuvent vibrer. Les atomes peuvent aussi tourner. Alors, ils peuvent tourner d'un bloc comme ça, mais on peut aussi avoir une partie de la molécule qui tourne sur lui-même. Alors, ça,
c'est parfois possible, parfois pas. Quand on a une simple liaison, comme ici, alors oui, la molécule peut tourner. L'atome peut tourner au sein de la molécule. Mais si on a une double liaison comme ici, ça verrouille la liaison. Donc les simples liaisons peuvent tourner, mais les doubles liaisons ou les triples liaisons sont verrouillées. Elles ne peuvent pas tourner. Et ceci explique les particularités de certaines molécules. Alors, prenons par exemple l'éthane. Deux carbones, 6 hydrogènes. Et on remplace 2 hydrogènes par 2 chlores. On obtient du dichloroéthane. On pourrait s'attendre à avoir 3 sortes de dichloroéthane selon que le chlore est là, là ou là. Mais en réalité, bon, le dessin est un peu trompeur parce qu'il est à plat, mais les 3 extrémités ici forment 3 pieds comme ça, et l'ensemble peut tourner. L'atome peut tourner autour de sa liaison, et le chlore peut ainsi se retrouver là, là ou là, en fonction de la rotation. Rotation totalement libre. Et donc, en réalité, il n'y a qu'une seule sorte de dichloroéthane. Par contre, si on prend des carbones avec une double liaison, 4 hydrogènes dont 2 remplacés par des chlores, on obtient du dichlorure d'éthylène. Cette fois-ci, la rotation est verrouillée, ce qui fait que avoir le chlore au-dessus ou en dessous, c'est 2 situations réellement différentes, l'atome ne pouvant pas tourner. La position avec les 2 chlores vers le bas est appelée 6-dichloroéthane et l'autre est appelé trans-dichloroéthane. Le nom vient simplement de transverse pour les 2 chlores et 6 parce qu'avec un peu d'imagination ça forme comme un ciseau. Notons que le carbone forme des liaisons covalentes très stables, très solides. La liaison carbone-carbone pur qui donne du diamant est d'ailleurs une des plus résistantes. Le diamant est la matière la plus dure de la nature. Et donc ces liaisons se forment facilement et sont très stables. De plus, le carbone peut former 4 liaisons. Sa valence est 4. Il peut donc former des structures, des liaisons très complexes. Ainsi, on trouve toutes sortes de molécules à base de carbone. Nous en avons déjà vu toute une série d'exemples, avec l'éthane, l'éthylène, les dichloroéthane, etc. Citons aussi par exemple 3 carbones, avec les hydrogènes, c'est le propane, et 4 carbones, c'est le butane. Prenez un seul carbone, un hydrogène, 3 chlores, c'est du chloroforme. 2 carbones, l'un lié à un oxygène, avec bien sûr à chaque fois les hydrogènes. La fonction OH est appelée fonction alcool, c'est de l'éthylène, donc c'est de l'alcool éthylique. Une molécule à consommer avec modération. On peut avoir des liaisons extrêmement complexes. Alors notons, petite notion de terminologie de chimiste, les liaisons simples sont appelées liaisons saturées, parce que toutes les liaisons servent à lier à un atome. Les liaisons doubles ou triples sont appelées liaisons insaturées. Alors ça c'est un terme que vous avez sûrement déjà entendu, parce qu'on les emploie pour les lipides, les graisses. On parle de graisses insaturées ou polyinsaturées
et de graisses saturées. Et on sait que le choix des types de graisses peut avoir une grande importance sur la santé. Un autre détail concernant le carbone, c'est que vu qu'il peut former 4 liaisons comme ceci, si les 4 parties liées sont différentes, par exemple hydrogène, fluor, chlore, brome, ou plus généralement des assemblages de différents atomes carbone, oxygène, hydrogène, etc., mais les 4 différents. Dans ce cas, la vue de ceci dans un miroir est différente, parce qu'on a la formation un peu comme un tabouret à 3 pieds avec une pointe. L'image dans un miroir est renversée et on ne peut pas retrouver l'autre molécule, l'image, simplement en faisant pivoter la molécule. L'image est différente de l'original, un peu comme un gant gauche et un gant droit, ou un soulier gauche et un soulier droit. Et on dit que la molécule est chirale. Elle a 2 conformations spatiales différentes, images l'une de l'autre dans un miroir. On parle aussi de configuration gauche et droite, comme pour nos gants ou nos chaussures, ou L et D. L, ça vient de l'anglais, hein, left et dextre, ou bien lévogire, dextrogire, qui sont liés à des propriétés optiques. Dans un milieu où on a dissous une molécule qui est chirale, selon qu'elle est L ou D, la lumière, la polarisation de la lumière qui le traverse peut pivoter vers la gauche ou vers la droite, d'où l'utilisation de ce terme. Il est évident que au 19e siècle, quand on a commencé à beaucoup développer la chimie, à l'époque, on ne connaissait pas les molécules, plutôt ce n'était qu'une hypothèse, pas acceptée par tous. On ne maîtrisait pas toute la partie moléculaire, et on ne connaissait évidemment pas la mécanique quantique. Et beaucoup de propriétés ont été nommées en fonction de propriétés expérimentales, d'où le nom de gauche ou droite, qui est non pas lié en réalité à cet aspect gant gauche, gant droit, mais au comportement de la lumière qui traverse un solvant contenant la molécule. En chimie organique, la chimie organique est utilisant énormément de molécules à base de carbone, donc dans la vie, les molécules de carbone à base de carbone sont très répandues. Les molécules chirales sont légion. Presque toutes les molécules sont chirales. Même les sucres, les simples sucres, sont des molécules chirales. Or, les réactions chimiques des molécules organiques sont souvent liées à leur structure, à leur forme. Elles ont des formes dans l'espace plus ou moins complexes. Une autre molécule va venir se placer et des sites chimiquement réactifs vont interagir. C'est le système clé-serrure qui est parfois employé. Le terme clé-serrure. Et puisque ça dépend de la structure de la molécule, le fait qu'elle soit gauche ou droite peut influencer fortement les réactions chimiques qui sont possibles entre molécules. Donc, l'action biologique d'une molécule chirale dépend fortement du fait qu'elle est gauche ou droite. C'est vrai des molécules qui nous composent, mais aussi des molécules utilisées comme médicaments. Certaines molécules peuvent être actives et avoir l'activité que l'on souhaite pour un médicament, par exemple, alors que l'autre forme est inactive. C'est un gaspillage 50-50, si on a les deux. Parfois, l'autre forme est toxique et doit être éliminée. Dans ce cas, la synthèse est difficile, parce que la plupart des réactions chimiques de base, les réactions de laboratoire, en laboratoire, les réactions chimiques de la chimie minérale, donc à base de carbone, ou pour des molécules de carbone simples, à base de carbone simple, les réactions chimiques ne dépendent pas de ce caractère chiral. Il est donc assez difficile, par des procédés de synthèse, de fabriquer uniquement une molécule L et pas la D, par exemple. En général, quand on synthétise des sucres
à partir de réactions chimiques, on obtient un mélange de L et de D, 50-50, ce qu'on appelle un mélange racémique. Il faut donc employer divers processus plus complexes pour réussir à trier les molécules chirales ou ne synthétiser que les bonnes, ce qui n'est pas facile du tout. Le carbone ayant cette immense richesse dans ses structures moléculaires, cela explique que le carbone est à la base de la vie. Avec les milliers de millions et les milliards de possibilités de construction de molécules avec du carbone, cela donne une richesse extraordinaire qui permet l'existence de systèmes d'une immense complexité, comme un être vivant. On peut se demander si d'autres atomes permettent une telle possibilité. Oui, a priori, parce qu'il y a d'autres atomes qui peuvent former 4 liaisons et obtenir des structures d'une telle complexité. C'est le cas du silicium, qui forme ainsi 4 liaisons. Pourtant, la chimie du silicium est beaucoup moins riche. Pour les molécules de base, comme celles que nous présentons ici, on retrouve l'équivalent pour le silicium. L'équivalent du gaz carbonique, c'est la silice. L'équivalent du méthane, c'est l'hydrure de silicium. Donc, pour les molécules de base, on retrouve à peu près les mêmes structures, mais pas pour des molécules plus complexes. Pour des molécules beaucoup plus complexes, avec le carbone, on les fabrique facilement, pas avec le silicium. Alors pourquoi? Mais il y a 2 raisons. Tout d'abord, le silicium est un beaucoup plus gros atome. Il prend de la place. Il encombre la molécule. Si vous placez des atomes de silicium, vous n'avez plus beaucoup de place pour mettre d'autres atomes. Et ça limite la construction moléculaire. L'autre aspect est lié à des aspects physiques. Le carbone est une petite molécule, un petit atome léger. Le silicium est beaucoup plus lourd. Et c'est encore pire pour les autres atomes du tableau périodique dans la même colonne, donc carbone, silicium et ceux qui sont en dessous. Donc, le silicium a tendance à former plus facilement des composés solides plutôt que des composés liquides ou gazeux à température ordinaire. Ainsi, le gaz carbonique, le CO2, est un gaz. Alors que la silice, SiO2, comme on a le CO2 pour le gaz carbonique, la silice, c'est du sable. C'est un solide. Et c'est souvent le cas dans les composés à base de silicium. Or, la chimie des solides est beaucoup moins réactive. Verser un liquide avec un autre liquide, ils se mélangent, ou avec un gaz, et donc ils peuvent interagir facilement. Mettez 2 solides l'un contre l'autre, la portion de contact est très faible. Donc la chimie du silicium est beaucoup plus pauvre. Alors on se dit, mais oui, mais à température beaucoup plus élevée, ces solides doivent fondre, se transformer en gaz, donc à température plus élevée, on devrait pouvoir retrouver une chimie plus riche pour le silicium. C'est vrai pour cet aspect-là. À beaucoup plus haute température, le silicium forme des liquides ou des gaz avec d'autres atomes et donc pourrait former une chimie plus riche. Oui, mais là on est à très haute énergie avec une agitation thermique considérable et qui donc brise les liaisons chimiques. Et voilà pourquoi la vie est basée sur le carbone et non pas sur le silicium, même si certains écrivains de science-fiction en ont rêvé. Et après tout, la chimie du silicium n'est pas si nulle que ça. Qui sait ce qu'on pourrait trouver dans l'univers, hein? Ce n'est pas tout à fait exclu de trouver une vie qui serait au moins en partie basée sur le silicium. Comme je l'ai dit, les molécules à base de carbone peuvent être très complexes. Elles peuvent être très grandes. On a vu le benzène, 6 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène. Le sucre, le glucose. Le glucose, c'est C6H12O6. Donc, 24 atomes.
Le saccharose, le sucre ordinaire, le sucre blanc qu'on a en magasin, est composé de 2 molécules de glucose liées ensemble. Donc ça fait 48 atomes. Ensuite, vous avez les lipides, les graisses. Les lipides peuvent avoir des dizaines ou des centaines et des centaines d'atomes. Les protéines, formées de petites unités appelées acides aminés, ces acides aminés s'attachent facilement les uns aux autres, pouvant ainsi construire de longues molécules qui se replient dans l'espace, formant des structures complexes. Ce sont les protéines. On parle d'enzymes, d'hormones, ce sont toutes des protéines. Et les protéines peuvent contenir des milliers et des milliers d'atomes, voire des millions d'atomes. Et le summum, c'est l'ADN, la molécule qui contient notre code génétique. Elle aussi est formée d'unités emboîtées les unes dans les autres, sous forme de 2 séries liées ensemble comme les barreaux d'une échelle et qui est torsadée. La molécule d'ADN peut être gigantesque. Elle peut contenir des millions, voire des milliards d'atomes. Elle peut donc être vraiment énorme. À tel point que lorsqu'on purifie de l'ADN dans une éprouvette, la molécule d'ADN est visible à l'œil nu. Elle apparaît comme un filament blanc. Parce que la molécule est tellement énorme qu'elle devient assez grande pour qu'on puisse la voir à l'œil nu. Ce qui est plutôt une exception. Ce qui vous donne une idée de cette immense richesse de la chimie du carbone. Et qui vous explique aussi d'ailleurs pourquoi la chimie est un domaine à part entière. Ce n'est pas une branche de la physique. C'est un domaine, une discipline en soi. Voilà, alors, fini maintenant pour la chimie. Après tout, c'est une série sur la mécanique quantique, pas sur la chimie. Nous avons donc vu les atomes, leur assemblage, des structures de plus en plus complexes. Maintenant, nous allons faire le chemin inverse. Nous avons notre atome, et au centre, il y a le noyau, formé de protons et de neutrons. Nous n'en avons pas beaucoup parlé de lui. Alors, comment fonctionne le noyau? Quelle est sa structure? Ça, c'est ce que nous commencerons à voir dans la prochaine vidéo. Nous commencerons à étudier le noyau des atomes. Je vous remercie.